Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce 16e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'entretenir de la fracture rurale-urbain en compagnie de deux invités qui se passent de présentation, mais que je vais tout de même présenter brièvement. Donc, on reçoit Martin Coiteux, économiste, ancien ministre des Affaires municipales, professeur associé au HEC Montréal et fondateur du balado Éclairage, ainsi que Émilie Lessard-Terrien, ex-députée de l'Assemblée nationale, chroniqueuse au Journal de Montréal et Journal de Québec, agricultrice et militante pour le développement des régions. Bonjour à vous deux, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous proposerais, on a quand même un gros programme aujourd'hui, peut-être pour débuter, je vous proposerais de valider cette hypothèse selon laquelle il y a une fracture rurale-urbain. C'est parfois très visible dans certains coins du monde. Est-ce que chez nous, nous avons également cette fracture-là? Et si oui, quels en sont les principaux facteurs selon vous? Quelqu'un va devoir se lancer. Émilie, veux-tu commencer? Je te laisse, Martin. J'ai hâte de t'entendre. Fracture, disons, je vais tout de suite dire d'avance, pour commencer, ce que je pense. La fracture, elle existe ici aussi au Québec. C'est simplement que, peut-être que je me trompe, moi j'ai l'impression qu'elle est moins prononcée ici. Pas nécessairement que partout ailleurs, mais dans les endroits où ça a le plus de conséquences, cette fracture-là, à l'heure actuelle. Puis il y a deux exemples que j'ai en tête, qui sont des exemples qui sont plus préoccupants, disons. On l'a vu beaucoup aux États-Unis, on le voit beaucoup aux États-Unis, cette fracture entre les grandes villes, surtout le cœur des grandes villes américaines, y compris dans des États républicains où la ville la plus importante, le cœur le plus important, vote différemment du reste de l'État. Hein? Donc, il y a des États rouges, mais à l'intérieur duquel les villes sont plutôt bleues au sens démocrate. Donc, on le voit beaucoup aux États-Unis. Cette fracture-là, elle est très prononcée sur le plan politique. Elle est très prononcée sur le plan culturel. Les idéologies qui sont associées à presque des guerres culturelles là, qui font en sorte que s'affrontent les régions plus rurales, entre guillemets, parce que des fois, c'est les banlieues des grandes villes aussi et les villes. On le voit beaucoup aux États-Unis. On l'a vu au Royaume-Uni aussi, parce que lorsqu'il y a eu le vote favorable au Brexit, c'est pas Londres qui a voté en faveur du Brexit, ce sont les régions qui ont voté davantage en faveur du Brexit. C'est vrai que si tous les jeunes étaient sortis voter, y compris dans les régions plus éloignées de Londres, peut-être que ça n'aurait pas passé. Donc, la participation à ce vote-là était plus chez des personnes plus âgées, plus conservatrices, peut-être plus nationalistes, là, au sens là, plus traditionnel du terme. Donc, cette fracture-là, elle existe, puis elle a des conséquences politiques importantes dans certains endroits. Le Brexit et puis, évidemment, l'élection de Donald Trump aux États-Unis qui montre bien à quel point ça peut avoir des conséquences. Je dis pas que ça n'existe pas chez nous, mais j'ai l'impression, malgré tout, que c'est moins prononcé et ça répond, selon moi, à des dynamiques différentes. Hein? Et là, est-ce que la fracture est Montréal versus le reste? Est-ce que ce sont les régions et la ruralité versus les régions urbaines? Je suis pas tout à fait certain. Mais Montréal est particulière, évidemment, elle a une réalité particulière, Montréal, ne serait-ce parce qu'elle est plus cosmopolite. Il y a une composante anglophone beaucoup plus prononcée à Montréal et dans la région montréalaise que dans le reste du Québec. Donc, il y a une dimension culturelle qui est très forte. Mais moi, je dirais que la fracture est moins prononcée chez nous. Mm-hmm. Intéressant. C'est vrai qu'on l'entend souvent d'un point de vue politique, d'un point de vue justement du vote. On entend même en France, sur l'axe gauche-droite, souvent, là, les villes ont tendance de plus voter à gauche, alors que la ruralité a plus tendance à voter à droite. En même temps, moi, pour habiter dans une région éloignée, fortement rurale, je suis pas certaine à quel point c'est coupé au couteau comme ça. Je pense que pour moi, la fracture, elle est plus dans la capacité de se reconnaître des gens de la ruralité dans les postes de décideurs, j'ai envie de dire. Je sens qu'elle est là, la fracture, dans cette capacité-là à se reconnaître dans ceux qui prennent les décisions. Puis on a l'impression, de mon point de vue très rural, éloigné,
que le par et pour nous échappe beaucoup. Et ça s'est accentué dans les dernières années là. Puis là, je veux pas envoyer de couteau là à mon collaborateur aujourd'hui là, mais avec l'austérité libérale 2014-2018, il y a beaucoup de leviers qui ont été retirés dans les régions du Québec qui favorisaient la concertation, notamment, là, je pense plus précisément à l'abolition des conférences régionales des élus, qui permettaient quand même à certaines régions, il y avait des régions où ça fonctionnait très bien, dont la mienne, en Abitibi-Témiscamingue, d'avoir une voix, en fait, pour porter nos enjeux. Et depuis le démantèlement de ces CRE-là, depuis la perte aussi de direction régionale de ministères dans les régions, on voit qu'il y a une fuite du pouvoir vers les grands centres, vers Québec notamment. Et c'est là où il y a un décalage qui s'opère de plus en plus manifeste entre les décisions qui sont prises à Québec et les besoins qui sont exprimés ou qui sont vécus dans les différents milieux. Et c'est là où moi, je sens le plus cette fracture-là. Il y a comme de plus en plus une espèce de dialogue de sourds qui s'installe, puis une incapacité, en fait, de se reconnaître dans les décisions qui sont prises, dans les grandes orientations du gouvernement qui reflètent pas les besoins et les réalités sur le terrain. Mm-hmm. C'est très intéressant. Puis on va pouvoir se plonger plus particulièrement dans tout ce qui a été nommé la culture. Mais d'abord, je prendrai la balle au bon pour y aller avec le système politique, à savoir s'il permet vraiment bien une représentation équitable des milieux. Là, je vous entends par rapport au CRE. C'est drôle parce que ma fille qui est en secondaire 4 me parlait de l'époque du Plessis, de l'enjeu des régions versus la ville. Je disais, c'est pas quelque chose qui date d'hier, puis je pense que ça peut changer aussi en fonction des époques. Mais à ce moment-ci, là, avec la photo qu'on a actuellement, est-ce que vous estimez que le pouvoir est bien réparti entre la métropole et là, on parlait de Montréal versus Québec, les régions, tout ça. Est-ce que le pouvoir est équitablement réparti selon vous à l'heure actuelle? Ben, sans nécessairement revenir sur les changements qui ont été apportés dans le gouvernement de 2014 à 2018, là, parce qu'il y avait différents enjeux qui étaient considérés à ce moment-là. Et donc, la notion de concertation, elle est importante. Elle est importante, puis la question, c'est pas tant d'en avoir ou de ne pas en avoir, selon moi, mais c'est quelle est celle qui est le plus susceptible de faire entendre la voix des régions et surtout, celle qui est la plus susceptible de faire en sorte que les politiques du gouvernement du Québec reflètent les particularités des régions. Ça, je pense que c'est très, très, très important. Donc, est-ce qu'on avait la meilleure formule avant? Est-ce qu'on a aujourd'hui une bonne formule? Est-ce qu'on doit avoir une formule pour l'avenir? Moi, je suis de ceux qui pensent que oui, il faut créer des mécanismes de concertation qui vont permettre effectivement aux régions non seulement d'influencer un peu la pensée du gouvernement du Québec à l'égard du développement économique et social dans leurs propres lieux de vie, dans leur propre communauté, mais essentiellement pour refléter cette diversité-là. Et quand on parle de la répartition du pouvoir, ben, il faut noter quand même une chose. Le Québec, bon, province à l'intérieur du Canada, donc on est dans une grande fédération, mais à l'intérieur du Québec, la répartition comment je dirais, on a une société qui est très centralisée là, dans notre façon de fonctionner. Les régions existent sur le plan sociologique, sur le plan des communautés, mais pour le gouvernement du Québec, ce sont des régions administratives. Et des régions administratives, c'est des régions à administrer. Donc, il y a une forme de paternalisme historique que le gouvernement du Québec a exercé vis-à-vis des régions, vis-à-vis des municipalités. En particulier, qui est en partie constitutionnel et en partie culturel. Alors, c'est difficile de changer la Constitution. C'est peut-être même quelque chose qui est très, très difficile à faire si un jour on devait le faire. Mais le changement culturel, lui, je pense qu'il s'impose. Alors, peut-être qu'à l'époque, effectivement, il y a eu des changements dans les mécanismes de concertation, puis je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est des choses qui doivent être débattues, puis pour l'avenir, des choses qui peuvent être revisitées. Mais il y avait eu quand même, au moins sur le plan de la reconnaissance des municipalités comme étant des gouvernements de proximité, un mouvement vers un certain changement dans l'attitude du gouvernement du Québec vis-à-vis des régions, vis-à-vis des municipalités. Et
J'ai l'impression que ça s'est un peu perdu là, dans les dernières années, cette notion-là, et qu'on revient à une tradition beaucoup plus centralisatrice, beaucoup plus Québec c'est, papa a raison, en d'autres termes, ou mon oncle a raison. Et conséquemment, les municipalités doivent s'adapter essentiellement au diktat du gouvernement du Québec. Je pense qu'il faut trouver la manière de mieux dialoguer et il faut trouver la manière de faire en sorte que les politiques du gouvernement du Québec ne s'appliquent pas de manière absolument symétrique partout parce que les réalités sont différentes selon les régions. Mm-hmm. Mon Dieu, là-dessus, il y a tellement de choses à dire. Là. Sur la question de la représentativité politique, moi, j'ai été très étonnée, en fait, quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale en 2018. J'avais une grande candeur, une grande naïveté pour me rendre compte que autour de la table des ministres, notamment parce que, bon, on sait, là, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la table des ministres. Beaucoup de ministres n'habitaient pas dans la région qu'ils représentaient. Puis là, je pense, par exemple, à André Lamontagne, qui habite dans la région de Montréal, qui est ministre de l'Agriculture, député de Johnson. Puis ou Caroline Proulx, qui est ministre du Tourisme, qui est députée de Berthier, mais qui habite aussi à Montréal. Puis tout d'un coup, j'ai eu vraiment une prise de conscience à me dire, OK, ben dans le fond, on a beau avoir des députés qui représentent des circonscriptions, quand ils habitent pas là, la lecture du terrain, elle est bien différente. Puis en 2022, quand ici en Abitibi-Témiscamingue, on a porté au pouvoir 3 députés caquistes, il n'y en a pas un qui est devenu ministre régional. Donc nous, la voix ministérielle pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est Jean Boulet, qui est le député du côté de Trois-Rivières. Donc, la représentativité, en fait, des pôles ruraux de la région autour de la table des ministres, elle est pas 100%, là, j'ai envie de dire. Puis ça, c'est un enjeu parce que quand il est temps de débattre de nouvelles politiques publiques, de pas avoir ces voix-là qui peuvent porter la réalité d'un milieu, c'est embêtant. Je le mentionnais aussi tantôt, la perte des directions régionales de ministères, veut pas, ça aussi, c'est une expertise extrêmement précieuse. Quand on a une direction régionale en culture, par exemple, dans les régions plus éloignées, on sait que la culture, elle se manifeste pas, elle se vit pas, elle est pas travaillée de la même façon que dans les grands centres. Là, on assiste beaucoup à des directions de ministères qui sont fusionnées. Par exemple, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est avec l'Outaouais, mais nous, sur le terrain, on dit, oh boy, il n'y a pas grand-chose qui nous rassemble, avec l'Outaouais. On a nos propres écosystèmes, la direction régionale du ministère de l'Économie aussi qui a fusionné dernièrement. Donc, ça fait en sorte qu'il y a vraiment des réalités qui ne peuvent pas être ramenées là où les décisions se prennent. Et ça, c'est un enjeu. Puis, parler des gouvernements de proximité, moi, je suis tout à fait d'accord. Là, je pense que les municipalités ont voulu jouer ce rôle-là un petit peu plus dans les dernières années. Peut-être que ça s'est perdu avec ces vagues-là encore de centralisation. Mais il y a aussi des compétences qui échappent aux municipalités. Par exemple, tout ce qui est question de santé, tout ce qui est question de justice, d'éducation, ça échappe aux municipalités. Puis en ce moment, dans bien des régions du Québec, on n'est même plus capable de maintenir un seuil de services essentiel à la population. On regarde juste du côté du Bas-Saint-Laurent. En ce moment, il y a des urgences qui sont menacées de fermer la nuit encore du côté de Trois-Pistoles, de Pointe-Négamouk. Ça fait des communautés qui sont un peu pris en otage finalement par des décisions qui sont prises à Québec. C'est pas confirmé encore là au jour d'aujourd'hui, 18 mars, mais on est dans l'attente. Puis on ne peut rien prendre pour acquis en fait dans les régions plus éloignées par rapport à la dispensation des services essentiels de santé, de justice, d'éducation, de transport, parce que les gens qui prennent les décisions, finalement, c'est dans une logique strictement comptable, dans des colonnes de chiffres, sans nécessairement prendre en compte les réalités du territoire. Là. Puis, tu sais, juste en matière de santé, là, les conditions routières dans nos régions, là. Je veux dire, si tu fermes une urgence puis que ta prochaine urgence est à 45 minutes, est à 50, 60 kilomètres, c'est majeur ce que ça peut faire comme différence en termes de taux de survie pour une population. Puis j'ai l'impression, ça, des fois, qu'on l'oublie, tu sais. Dans bien des régions, il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à l'urgence. Des fois, il y a une route ou deux. Si ces routes-là sont en mauvaise condition, les populations se trouvent piégées, là. Mm-hmm. Avant de passer au prochain sujet, dans le fond, je voudrais juste revenir peut-être sur le rôle des députés. On a eu
des petites controverses qui viennent sur les députés qui seraient équivalents à des plantes vertes. Est-ce qu'on a des attentes qui sont différentes envers des députés qui représentent les régions justement parce qu'elles ont comme le double rôle de gérer la poutine puis le régulier, mais aussi de représenter doublement leur région? Moi, j'ai envie de dire oui, parce que le lien entre le territoire et l'Assemblée nationale se fait via le député. Puis, tu sais, un député, oui, ça représente une population, mais ça représente aussi des réalités géographiques, territoriales extrêmement importantes. Puis moi, des fois, je me moquais un peu je me moquais de mes collègues dans le sens où tu sais, par exemple, dans ma circonscription, j'avais 21 municipalités au Témiscamingue. J'avais une ville MRC du côté de Rouyn-Noranda qui, elle, avait fusionné, dans le fond, à peu près 14 ou 15 municipalités. Mais moi, ça veut dire que des vis-à-vis, là, j'en avais beaucoup. Là. J'en avais 21 au Témiscamingue, des maires avec qui je devais travailler, qui ont tous des projets d'infrastructure pour leur municipalité, que ce soit des parcs, que ce soit des arénas, que ce soit une piscine, tu sais, il y en a beaucoup. Après ça, c'est toute la question du transport collectif, c'est la question du développement économique des régions, donc à la fois les enjeux, dans mon territoire minier, mais agricole, forestier, du côté de l'Est du Québec, il y a les enjeux de pêche qui s'ajoutent à ça. Et donc là, les attentes des gens sont énormes et qui porte la voix de tous ces interlocuteurs-là, c'est le député ou la députée, en plus des autres enjeux qui sont en ville, tu sais, la question des services publics, que ce soit la RAMQ, que ce soit Hydro-Québec, que ce soit les enjeux d'immigration. Je veux dire, on avait tout ça dans nos bureaux, mais en plus de ce rôle-là, plus d'interlocutrice de développement régional. Tu sais, ici, quand il y a un pont là, qui ferme là, ou qui est en réduction de charge, là, les citoyens, les maires, les mairesses, ils appellent le député. Tu sais, à Montréal, s'il y a un enjeu de pont ou tu sais, il y a un enjeu sur la route spécifiquement, c'est de compétence de la ville, tu sais. Fait que c'est pas du tout les mêmes paliers qui sont interpellés. Fait que la charge, moi, je la trouvais immense. En plus des longues distances à parcourir là pour bien représenter ton monde. Puis je ferais juste une micro aparté, tu sais, en ce moment, il y a la commission de la représentation électorale là, qui est mise sur la glace, mais qui proposait la fusion de Gaspé-Bonaventure, puis un petit bout de Gaspé avec Matapédia, ce qui faisait qu'il y a des circonscriptions que ça peut prendre 7 heures à traverser, tu sais. Je veux dire, c'est hallucinant là, comment tu fais pour bien représenter ton monde, être capable de faire une conciliation familiale quand tu es un élu, quand tu as une aussi grande distance à parcourir. Puis, la technologie, c'est bien là, de se parler en Zoom, mais ça a ses limites. T'sais. Les gens, là, ils ont besoin de voir leurs députés. Ils ont besoin que les députés viennent sur place, viennent voir, viennent entendre, viennent comprendre les enjeux. Donc, ça, c'est à ne pas négliger quand on pense aux représentativités. C'est pas juste une question de nombre d'électeurs, c'est une question de multiples dimensions, multiples facteurs territoriaux. Donc, chapeau bien bas à nos députés régionaux. On irait ailleurs. Je vous amènerais du côté là, on parlait, je pense, Émilie se parlait du début de l'entretien là, de la capacité à se reconnaître. Puis je pense que c'est réciproque, hein? Vice-versa. Je pense les urbains ne se reconnaissent peut-être pas nécessairement dans les enjeux et vice-versa. Donc, peut-être avant oui, se reconnaître. Il faut quand même admettre que la réalité des gens selon l'endroit où ils habitent sur le territoire est quand même très, très, très différente. Et donc, pour quelqu'un qui ne... Bon, moi, personnellement, il se trouve que, oui, je vis en région montréalaise depuis un certain nombre d'années, même la majeure partie de ma vie maintenant, mais j'ai pas été élevé à Montréal dans ma jeunesse, et puis j'ai même vécu sur la Côte-Nord, j'ai vécu dans différents endroits, donc j'ai quand même une certaine idée de ce que c'est la vie en région, mais j'étais surtout un enfant ou un jeune adolescent. Alors, évidemment, ma vie active, je l'ai passée plus en région montréalaise. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que les Montréalais ignorent effectivement ce que c'est la vie en région, mais je dirais que beaucoup de gens en région ignorent un peu ce que peut être la vie à Montréal également. Et donc, il y a un travail à faire, effectivement, non pas seulement pour être reconnu, mais pour se reconnaître dans nos réalités respectives. Et ça, c'est un travail de rapprochement qu'il va falloir effectivement effectuer,
parce qu'on est tous finalement des Québécois, on partage tous un certain nombre d'objectifs, d'idéaux, et pour y arriver tous ensemble, il va falloir qu'on soit capable de se reconnaître tel que nous sommes. Tout à fait. Quelque chose à ajouter, Madame Lessard? Ben, j'ai bien hâte de bifurquer là, sur la prochaine question. Là. Je vais te laisser la présenter. Ben peut-être avant de poursuivre, je me demandais si, selon vous, il y a un rôle à jouer des médias dans cette représentativité-là. C'est sûr que nos médias, on a des hebdos locaux qui tirent le diable par la queue, comme on dit, mais on a aussi des médias nationaux qui peut-être, puis je vous le demande, là, peut-être font pas assez de place aux réalités rurales. Je sais pas, avez-vous une impression là-dessus? Ah ben, c'est clair, ça. Puis les écosystèmes médiatiques régionaux sont extrêmement importants, encore une fois, dans cette capacité-là de se connaître et se reconnaître à travers des lieux communs. Ça, c'est fondamental. Puis c'est ça aussi qui développe à un certain moment une connaissance de nous, mais un sentiment de fierté, mais qui permet aussi de se mettre en lien les uns avec les autres, parce qu'en sachant ce qui se passe sur le territoire, bien, ça permet de dire, oh, vous vivez cet enjeu-là, nous aussi, OK, est-ce qu'on est capable de collaborer, est-ce qu'on est capable de faire front commun? Bref, il y a comme un dialogue qui se fait à travers l'écosystème médiatique régional. Écosystème qui est extrêmement malmené depuis l'avènement des médias sociaux. Notre presse en région, nos médias locaux ont beaucoup de difficultés à se garder la tête hors de l'eau. On en a perdu énormément. Et ça, c'est un enjeu. Mais je dirais... Moi, je l'ai vraiment vécu là, tu sais, comme députée. Quand une nouvelle tourne dans la région, ben c'est rare qu'elle va attirer l'attention de Québec ou des grands décideurs. Arriver à faire sortir une nouvelle de la région pour la mettre dans l'espace médiatique national, ça, c'était un tour de force. Et c'est ça qui permettait d'attirer l'attention des élus, mais aussi d'espérer provoquer le changement. Puis, tu sais, on l'a vu avec le dossier de l'arsenic à Rouyn-Noranda. Je pense que ça, c'est un des meilleurs exemples. Quand on a réussi à faire émerger ce dossier-là dans les médias nationaux, ça a été vraiment un game changer. Puis, il faut que nos médias nationaux aient de l'intérêt pour ce qui se passe dans les régions, parce que il y en a des drames qui arrivent. Je reviens encore à la perte là, de services publics, mais une urgence qui ferme, là, des femmes qui sont obligées parfois de faire des heures avant d'accoucher, les ruptures en service d'obstétrique. Je veux dire, ça devient un peu monnaie courante par chez nous. Puis c'est comme ça ébranle plus, tu sais, les colonnes du temple, tant que ça reste dans nos régions puis que ça ne sort pas. Puis il faut tellement que les médias nationaux s'intéressent davantage parce que le rôle des médias, c'est aussi un peu un contre-pouvoir, là, finalement. Puis quand on a des régions qui sont entièrement représentées par des députés qui sont au pouvoir, ben le contre-pouvoir, il est plus difficile et les médias peuvent jouer ce rôle-là pour questionner finalement les élus ou les décisions qui sont prises au regard des réalités qui sont vécues sur le terrain, puis de ces fermetures-là ou de ces petits drames qui se passent parce qu'on n'arrive pas à avoir l'attention des décideurs. Mm-hmm. Alors, la prochaine question est sur l'économie et l'aménagement du territoire. Est-ce que ce sont, selon vous, des moteurs de tension ou au contraire des opportunités pour renforcer les liens là, entre les régions et les villes? Il y en a un économiste? Oui, l'économiste, mais forcément, la spécialisation des régions pas toujours existé. Il y a des régions qui ont des caractéristiques qui vont être nécessairement plus agricoles. Il y a des régions où les mines vont être plus importantes. Les centres urbains, comme ils ont une grande population, vont concentrer beaucoup plus de secteurs liés aux services de façon générale, bien qu'il y ait des services qui sont nécessaires en région également, mais ils sont souvent du ressort du gouvernement. Et donc, ce qu'Émilie disait sur l'importance d'avoir une adaptation des services publics en fonction de réalités régionales, c'est super important aussi. Il y a un rôle pour le gouvernement. Donc, cette spécialisation des régions en fonction de ce qu'elles sont, puis des ressources qu'elles ont, puis de leur densité de population, puis de leurs conditions climatiques, ça pourra jamais disparaître. Ça va toujours être quelque chose qui est extrêmement important. Donc, ce qui compte pour moi, c'est de s'assurer que elles sont toutes bien connectées. Elles sont toutes intégrées dans une stratégie économique d'ensemble
Il peut pas y avoir une stratégie économique au Québec qui serait basée, puis ça a souvent été évoqué par le passé, sur une ville locomotive et à partir de laquelle tout le reste va rayonner. Non, chacune a un rôle à jouer. Et moi, je suis un grand partisan d'une forme de décentralisation par laquelle les régions influencent la stratégie économique nationale plutôt que la stratégie économique nationale essaie d'intégrer les régions à partir de Québec. Pour moi, c'est la voie de l'avenir. Donc, si en Abitibi-Témiscamingue, les priorités sont différentes de celles de la Côte-Nord, si elles sont toutes intégrées dans une stratégie nationale, c'est le ministère de l'Économie, c'est le ministère des Finances, c'est le ministère du Tourisme, c'est le ministère de l'Agriculture, intègre les priorités des régions. On respecte les spécificités de chacune, mais les décisions qui sont ultimement prises à Québec reflètent également les priorités de chacune d'entre elles. Pour moi, c'est ça le défi, beaucoup plus que non, il faudrait qu'on ait tous exactement les mêmes niveaux, les mêmes formes de développement. On n'aura jamais les mêmes formes de développement, mais il faut une forme de respect des différences, puis il faut une forme de péréquation. Ben absolument. Tu sais, si en ce moment, il y a des sources de tension, je pense qu'elles sont beaucoup alimentées par le fait qu'on n'a pas l'impression... Tu sais, on a un peu le sentiment parfois d'être un peu comme des colonies comptoirs, là. J'ai l'impression que ce sentiment-là revient, c'est-à-dire que on est vu comme des réservoirs de ressources naturelles qu'il faut venir extraire. Et là, on les ramène dans les grands centres la plupart du temps pour faire la transformation et toute la valeur ajoutée se passe dans les pôles plus centraux, plus urbains. Puis on délaisse, tu sais, peu à peu justement les notions qui font qu'un territoire va être viable, va être attractif aussi pour une population quand on n'est plus capable d'avoir des services de proximité en santé, en justice, mais même des services de loisirs, là. Tu sais, dans la communauté où moi j'habite, la MRC du Témiscamingue, on n'a même plus de piscine. Pourtant, on est un territoire où il y a une abondance de lacs, où les gens, la fin de semaine, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à pêche, ils vont en canot, ils vont en bateau, mais on n'a même plus de piscine pour apprendre à nos enfants à nager. C'est un enjeu de santé publique, là. Puis c'est sûr qu'on n'est pas une grosse population pour se la payer, cette infrastructure-là, mais elle n'en demeure pas moins qu'elle est essentielle. Puis comment espérer être attractif comme territoire si on n'est pas capable d'avoir comme ça quelques services minimum pour le loisir, mais aussi pour répondre à des enjeux de santé publique comme ceux-là. Tu sais, il faut avoir cette attention-là. Donc, je pense que dans les tensions, il y a un peu de ça, tu sais, en Abitibi-Témiscamingue, on produit à peu près 10% du PIB du Québec, mais on sait très bien que c'est pas ça qu'on reçoit en termes de services publics non plus. Fait qu'il y a là des tensions, mais bien sûr qu'il y a des opportunités. Puis je pense que je rejoins Martin un peu là-dessus. Puis je pense que dans le contexte contemporain, très récent, il y en a des opportunités à saisir, notamment pour renouer avec ce que moi j'appelle nos souverainetés, la souveraineté alimentaire. Moi, j'aspire aussi à une souveraineté manufacturière plus importante où on transformerait les richesses, les ressources dans les régions où elles sont extraites pour leur donner une valeur ajoutée, puis pour développer notre résilience aussi. Tu sais, je vous donne un autre exemple, juste avec le réseau des abattoirs au Québec. Ben, on a beaucoup concentré l'activité des abattoirs dans quelques secteurs, des très, très, très grosses abattoirs qui peuvent abattre là, des fois jusqu'à 80 000 bêtes par semaine, alors qu'on a dépourvu des régions où il y avait la production bovine, la production porcine, la production de volailles. On les a dépourvus de ces infrastructures de transformation-là, ce qui fait que par chez nous, là, ben, le bœuf, il doit faire à peu près 1500 kilomètres aller-retour pour qu'on soit capable de le consommer. C'est un non-sens. On n'est pas capable de consommer notre propre production agricole parce qu'on n'a pas les infrastructures pour les transformer. Imaginez si on faisait juste diviser là, un de ces gros abattoirs-là, là, qu'au lieu d'en faire 80 000 par semaine, il en fait 8 000, puis on en développe 10 dans les différentes régions du Québec pour qu'on soit capable de consommer à proximité. Tu sais, il y a toute une réflexion à avoir sur justement cette transformation-là, cette diversification-là économique pour nous rendre beaucoup plus résilients. Parce qu'on l'a vu, là, je parle longtemps, mais ça m'emballe tout ça, mais tu sais, dans le temps de la pandémie, là, quand il y a eu des éclosions de COVID-19 dans les abattoirs, là, puis qu'on a dû les fermer, là, puis là, ça a complètement bousillé la chaîne de production. Nous sommes de plus en plus fragiles. Il faut cette stratégie-là d'occuper
économiquement, le territoire va nous permettre aussi de rendre nos milieux beaucoup plus résilients, beaucoup plus attractifs si on est capable de garder un peu de richesse pour être capable de réinvestir dans nos services de loisirs, mais de nos services publics en général aussi. Oui, puis ce qui est étonnant, je reviens sur la souveraineté ou l'autonomie alimentaire. C'est curieux parce qu'on a l'impression que l'importance accordée à ce concept-là a comme augmenté. Ceci dit, je lisais une agronome, Caroline Lapierre, pour la citer, qui disait que depuis les 50 dernières années, l'autonomie alimentaire du Québec était passée d'environ 75 à 35 %. Donc, c'est comme si on va pas dans la bonne direction du tout. Il y a deux choses ici, selon moi, là, qu'il faut considérer. Un, c'est la résilience économique du Québec et du Canada dans son ensemble, elle est questionnée à l'heure actuelle, on le sait. Là, le grand éléphant à la pièce dont on n'a pas parlé, c'est nos relations avec les États-Unis, c'est notre hyper-dépendance aux États-Unis. Ce que Émilie décrit comme étant une grande dépendance à ce qui se fait ailleurs, ben, on peut l'appliquer au Québec dans son ensemble vis-à-vis des États-Unis, au Canada dans son ensemble vis-à-vis des États-Unis. Et donc, on se questionne à l'heure actuelle et à juste titre sur comment s'affranchir, comment se sevrer en quelque sorte de cette dépendance qu'on a à l'égard des États-Unis. Puis il va falloir renforcer les liens entre nous, notre marché intérieur. Notre marché intérieur, est-ce qu'on veut parler de marché intérieur de l'Abitibi-Témiscamingue, de marché intérieur de la Côte-Nord, de marché intérieur de Chaudière-Appalaches? Et à un moment donné, il y a une question d'échelle qui va être importante dans cette réflexion-là. Donc, on veut un maximum de qualité de vie dans chacune des régions du Québec. Donc, il faut qu'il y ait vraiment ce qui va faire en sorte que les communautés se développent, que les communautés aient accès aux services les plus importants, que les communautés elles-mêmes aient envie d'entreprendre dans leur région, puis qu'elles ne se dépeuplent pas. Donc, ça, c'est un objectif en soi et qui est super important. Mais en même temps, le Québec, dans son ensemble, doit avoir lui-même une économie résiliente. Puis il y a des questions d'échelle qui vont devoir être prises en considération. Donc, le travail à faire pour moi, si on parle par exemple de l'autonomie alimentaire, de la souveraineté alimentaire, c'est le Québec dans son ensemble qu'on doit considérer ici. Comment on structure l'offre de produits alimentaires, la qualité des produits alimentaires, l'origine des produits alimentaires dans l'ensemble du Québec. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder et chaque région a sa réalité. On ne pourra pas avoir toutes des régions autonomes. Il y a 17 régions administratives. Imaginez ce que ça serait comme difficulté pour atteindre les échelles nécessaires. Mais je suis d'accord. C'est pas normal qu'on n'ait pas accès à des services de base en Abitibi-Témiscamingue ou sur la Côte-Nord, que ce soit en santé, que ce soit en éducation. Il faut que ça soit présent partout. Ça, c'est les responsabilités du gouvernement. Et ça doit être pris en compte. Mais pour l'économie en général, et la résilience de l'économie du Québec dans son ensemble, il faut aussi prendre en considération les économies d'échelle nécessaires. J'ajouterais, là, tu sais, je pense que là, en ce moment, il y a un retour en force d'une souveraineté canadienne forte, tu sais, devant nos voisins américains. En même temps, je pense que ça peut être difficile de concilier les intérêts économiques de l'Alberta avec ceux du Québec ou ceux de l'Ouest. Puis on parlait de souveraineté alimentaire. En ce moment, la question de la gestion de l'offre, elle est requestionnée en fait. Puis ce système-là protège nos agriculteurs dans les productions de lait, d'œufs et de volailles. Puis qui fait en sorte que des petites fermes laitières en Abitibi-Témiscamingue ou au Bas-Saint-Laurent ou sur la Côte-Nord, c'est encore possible parce qu'il y a un système qui protège les revenus de nos plus petits agriculteurs. Mais je veux dire, puis l'industrie laitière au Canada, elle se fait où? Elle se fait principalement au Québec, un peu en Ontario. Donc, si on a on s'en va peut-être en élection fédérale prochainement, si on a un prochain premier ministre qui a davantage d'affinité avec les territoires de l'Ouest, ben dans l'Ouest, eux, ce qu'ils font, c'est du bœuf, c'est pas du lait. Fait que peut-être que ça va être difficile de concilier ces intérêts-là. Je veux dire, le pays il est vaste, là, d'un océan à l'autre. Donc,
moi, je pense que, là, je sais que c'est peut-être pas le bon moment en ce moment, mais la question de la souveraineté du Québec va devoir se reposer de ce point de vue-là aussi, d'un point de vue plus économique, pour être capable de protéger nos intérêts économiques. Puis, ce que ça va permettre aussi, c'est ultimement de rapprocher le pouvoir du monde. On parlait de la question des échelles, elle est infiniment intéressante, cette question-là, parce que, justement, c'est quoi la meilleure échelle pour prendre nos décisions en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de transport collectif? Moi, je rêve du jour où le Québec pourra devenir indépendant et qui va se retrouver à gérer les compétences que le fédéral gère en ce moment et qui va avoir une redescente des compétences actuelles gérées par Québec qui vont redescendre à une échelle qui fera plus de sens. Est-ce que ce sera les échelles des régions administratives, des MRC, des villes? On pourra en débattre, mais je suis convaincue qu'à l'avenir, une partie de la solution va aller dans rapprocher le pouvoir du monde pour ne serait-ce aussi que pour combattre le cynisme qui est de plus en plus ambiant par rapport à nos instances politiques, parce que les gens ont de plus en plus l'impression que ça sert à rien, que le pouvoir leur échappe constamment, puis que c'est tout le temps, il n'y en a pas de prise sur les décisions qui nous concernent dans notre développement de milieu. Donc, de rapprocher comme ça le pouvoir du monde, je suis convaincue que ça peut faire une grande différence sur l'implication des citoyens par rapport à notre démocratie, là. Bon, là, c'est évidemment une thématique sur laquelle Émilie et moi, on ne sera pas forcément d'accord. C'est correct. Maintenant, je respecte sa position tout à fait. Je veux dire, c'est une position qui se défend. Ceci dit, moi, je partage pas cette vision qu'on va résoudre les problèmes des régions du Québec en faisant l'indépendance du Québec. Je partage, par contre, sa vision selon laquelle c'est important de maintenir la gestion de l'offre, c'est important de maintenir l'autonomie alimentaire à travers nos propres mécanismes. Et donc, c'est super important qu'on ne remette pas ça en question parce qu'on aurait peur des tarifs américains et qu'on serait prêt à signer n'importe quoi. Oui, il y a peut-être des gens à l'extérieur du Québec, au Canada, qui seraient prêts à laisser tomber certains de nos instruments ici de développement économique, social et agricole pour préserver d'autres types d'intérêts, mais je pense qu'on a des alliés aussi dans d'autres provinces sur ces questions-là. Et je ne pense pas que l'abandon de la gestion de l'offre au Canada soit à l'ordre du jour de quelques gouvernements qu'on aura à l'avenir. Je pense qu'au contraire, la menace qu'on reçoit du sud de la frontière nous renforce dans ce type de position. L'objectif étant de diminuer le plus possible notre dépendance à l'égard du marché américain. Et s'il y a un endroit dans lequel on veut absolument pas dépendre d'un pays qui devient hostile, c'est bien dans notre sécurité alimentaire. Mm-hmm. Tout à l'heure, on parlait de dépeuplement des régions. Il y a beaucoup de personnes là, qui s'avancent pour parler de la régionalisation de l'immigration comme peut-être une solution à ce problème-là. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste de solution? Ben, moi, j'ai envie de dire oui, là, bien sûr que la régionalisation de l'immigration est une piste pour freiner notamment les phénomènes d'exode. Je pense que c'est pas la seule piste de solution. Là. Je pense que de développer des institutions de savoir dans les régions du Québec, là, je pense que ça, c'est aussi un facteur qui va permettre de garder notre monde. Mais bien sûr, la régionalisation de l'immigration, puis c'est extraordinaire. Tu sais, nous, on en a un peu des nouveaux arrivants qui arrivent, qui choisissent de venir s'installer chez nous, qui sont tellement reconnaissants, qui ont tellement le goût de participer, de s'impliquer, de contribuer au développement des milieux. C'est extraordinaire. Maintenant, les freins que nous avons pour l'opérer pour vrai, cette régionalisation de l'immigration-là, c'est la crise du logement qui est majeure, qui est partout. Les places en service de garde aussi qui nous font cruellement défaut. Donc, en ce moment, les capacités du milieu d'accueillir des gens, c'est difficile. Mais c'est pas insurmontable. D'autant plus qu'on pourrait se dire, mon Dieu, on pourrait faire une pierre deux coups. En ce moment, aux États-Unis, ils veulent taxer notre bois à 25%. Mais peut-être qu'on pourrait se dire qu'on va faire un gros chantier, une grosse corvée d'habitation au Québec avec notre bois québécois pour s'assurer que nos usines continuent de fonctionner puis qu'on va réserver cette crise sociale-là majeure qui est partout sur le territoire. Donc, il y a ces enjeux-là à garder en tête. Mais oui, on a besoin la régionalisation de l'immigration peut faire partie des solutions. Là. Mm-hmm. Oui, là, ça, c'est un aspect sur lequel je suis pleinement d'accord cette fois-ci. Et
Et ce que je trouve, moi, malheureux souvent, c'est que le thème de l'immigration est discuté d'une manière qui tient pas compte du facteur humain beaucoup, qui tient pas compte du facteur aussi dans les communautés où les gens issus de l'immigration vivent et travaillent et œuvrent. Lorsqu'on discute d'immigration en termes de nombre de personnes globales pour l'ensemble du Québec ou l'ensemble du Canada, on ignore souvent que ça pourrait vouloir dire, en appliquant des réductions de type quota, là, de type purement quantitatif, ça pourrait vouloir dire des entreprises qui ferment puis des communautés qui se dépeuplent en région. Et donc, de prendre en considération quelles sont les réalités de chacune des régions avant de prendre quelques décisions, que ce soit en matière d'immigration, pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel, qui est ignoré parce que l'immigrant, malheureusement, est souvent présenté par certains comme le bouc émissaire de tous nos maux. Peut-être qu'effectivement, dans certains endroits, la pression sur la demande de logement peut avoir été causée par un sursaut d'immigration, c'est bien possible, mais la crise du logement, elle est pas née il y a 1 an ou 2 là, au Québec ou au Canada. C'est quelque chose qui s'est bâti sur plusieurs années, bien avant qu'il y ait ce sursaut d'immigration temporaire qui semble être le bouc émissaire de certains en politique. Et ça, je pense qu'il faut faire très, très, très attention à ça. Mm-hmm. Je voudrais juste revenir brièvement sur parce qu'il faut saluer les bons coups, là. Je pense qu'on a parlé de représentation politique qui était peut-être un peu défaillante en région, mais il faut saluer les universités qui ont quand même ouvert plusieurs campus régionaux dans les dernières années. Donc, je pense que ça, c'est vraiment bien. Et effectivement, vous avez mentionné le savoir, c'est important là, de le rendre accessible à tout le monde. Donc, ça, c'est peut-être un bon coup qu'on doit... absolument. Ça, c'est extraordinaire. Le réseau UQ qui s'est déployé, ça l'a tellement permis, justement, de garder notre monde en région pour des études. Mais non seulement ça, les universités jouent un rôle de développement social, territorial extraordinaire dans les régions pour faire des projets de recherche, pour accumuler de la donnée, pour réfléchir, pour se poser des questions. C'est génial. Moi, je pense qu'il peut être bonifié, notamment dans les secteurs qui sont les plus critiques, que ce soit la question de médecine, les questions de justice aussi. Même moi, j'irais jusqu'à parler de foresterie et d'agriculture. Je sais que c'est la chasse gardée de certaines universités, mais en même temps, c'est que tout le savoir que génère la présence d'une université avec une équipe de chercheurs, avec des étudiants, je veux dire, l'agriculture à Québec, autour de l'Université Laval ou autour de l'Université McGill à Montréal, c'est pas la même que, en Gaspésie ou qu'en Abitibi-Témiscamingue, puis on bénéficierait tellement d'avoir accès à ces communautés de recherche-là. Mais aussi, je pense, pour pallier à d'autres enjeux d'attractivité, si on n'a pas d'institutions qui offrent de la médecine, puis en plus, la médecine en région, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil que dans les grands centres. En région, on a besoin de médecins qui sont polyvalents, qui sont capables de faire un peu de tout parce qu'il y a pas des gros volumes spécifiques à une affaire, Puis nous, on s'en rend compte, là, juste ici, là, je vous parle, je suis à côté de l'hôpital, puis avant, les chirurgiens, ils étaient capables de faire des césariennes. Là, c'est plus tellement dans le cursus scolaire, mais nous, demain matin, là, si les chirurgiens, ils savent plus faire de césariennes, on n'a pas un assez gros volume d'accouchement pour avoir des gynécologues, les femmes vont devoir aller accoucher à Rouyn-Noranda à 130 km, à 1h30 de route. Donc, et ça, c'est parce qu'on a des gens sur le terrain qui réfléchissent à ça puis qui voient, qui le constatent au day-to-day, qu'on est capable de moduler puis d'aller chercher les spécificités territoriales, les réalités du territoire. Donc, si on est capable de le bonifier, ce réseau, nos institutions de savoir pour vraiment là, englober toutes ces notions-là plus spécifiques au territoire, ça serait extraordinaire. Oui, puis j'ajouterais les cégeps aussi. La présence des cégeps dans les régions, c'est super important. Et ça devient... Les universités et les cégeps en région sont pas seulement des centres de savoir qui offrent aussi en même temps la possibilité aux communautés locales d'avoir accès au savoir sans s'exiler, mais ce sont aussi des centres de transfert technologique extrêmement importants qui permettent du développement local. Par exemple, les cégeps, c'est une spécificité québécoise. Et peut-être moins récemment, mais dans le passé, on a entendu des voix s'élever. Mais pourquoi on a un système comme ça alors que partout ailleurs, c'est différent? Je pense qu'il faut préserver cette spécificité-là de notre système.
Et il faut s'assurer que les cégeps et les universités en région restent très fortes, très présentes, bien financées, bien entendu. Mm-hmm. Je vois que le temps avance. Si on peut se tourner peut-être vers des façons de construire des ponts, peut-être se mettre en mode solution pour qu'est-ce qui pourrait favoriser le rapprochement là, qu'on pense qu'il devrait avoir lieu, même si quand on se compare, on se console peut-être un peu par rapport à d'autres pays. Quelles sont les pistes de solutions, finalement? Moi, j'ai envie de citer Horace Lalancette, qui était un grand orateur de l'Abitibi-Témiscamingue, qui a fait l'objet des films de Pierre Perrault, qui disait « Ils viennent dans nos paysages le dimanche, mais le reste de la semaine, ils s'occupent pas trop de nous. » Tu sais, je pense que c'est de cultiver cette curiosité-là à l'égard des différents territoires. Je pense que ça, c'est fondamental. Puis il y a les programmes qui fonctionnent super bien puis qu'il faut absolument préserver, qui sont les séjours Place aux jeunes en région, qui sont chapeautés par les carrefours Jeunesse Emploi un peu partout dans l'ensemble du Québec, qui permettent des séjours exploratoires, le nom le dit, dans les régions pour venir découvrir les différents milieux dans une optique de venir y travailler ou de venir s'y installer. Mais ça, c'est un programme qui fonctionne, qui est extraordinaire. Puis tu sais, on a une fierté, puis on a le goût, tu sais, d'accueillir les gens. Je parle dans les territoires ruraux, là, beaucoup. Enfin, je pense de cultiver cette curiosité-là, cette rencontre-là, de s'assurer que les régions en ont encore des lieux d'accueil pour se rencontrer, pour se reconnaître. Quand t'as plus de café, quand t'as plus de restaurant, de dépanneur même, ben ça devient difficile pour une communauté de se rencontrer puis de s'accueillir comme ça. Fait que ça, je pense que c'est super important. Puis je pense que avec la crise climatique, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un phénomène qui se produit déjà. Il va y avoir une réflexion sur comment on occupe le territoire, et je pense qu'il y a beaucoup de solutions pour faire face au changement climatique qui va passer par la proximité. Fait de venir s'installer, d'être capable de s'alimenter à proximité, d'être capable de s'approvisionner à proximité, ça peut faire une grande différence, de recréer des communautés plus résilientes. Là, il y a pas si longtemps, moi j'habite dans une région extrêmement jeune là où on a à peu près 125 ans d'existence. Puis avant, dans chaque village, ben il y avait la beurrerie, il y avait la boulangerie, la meunerie, il y avait une petite fabrique pour des portes et fenêtres, un moulin à scie. Il y avait des communautés qui étaient très autonomes entre elles, où on n'avait pas besoin de faire voyager, tu sais, nos biens de consommation sur d'immenses distances. Fait que j'ai l'impression que recréer des systèmes à échelle de communauté, ça va permettre, en fait, de mieux se comporter vis-à-vis les défis qui nous attendent en matière de changement climatique, mais même en termes de conflits géopolitiques, là, on s'en rend bien compte en ce moment. Fait que je pense qu'il faut cultiver ce lien-là, ni plus ni moins, puis de pas sombrer, tu sais, dans les préjugés, puis les enjeux de morale. Faut vraiment laisser ça de côté. Mm-hmm. L'avenir est à la jeunesse, hein, tout ce qui va favoriser les programmes, qui va favoriser l'échange d'étudiants, de jeunes qui peuvent aller travailler ou étudier dans d'autres régions que la région qu'ils habitent, en mettant en lien les familles, les communautés pour qu'on puisse les recevoir, s'occuper d'eux. Il y a des échanges qui se font à travers le Canada, il y a des échanges internationaux. Pourquoi pas avoir un programme beaucoup plus développé d'échanges d'étudiants, de jeunes Québécois qui vont aller dans d'autres régions, qui vont connaître les réalités d'autres régions. Ça peut être en lien avec les questions climatiques, comme ça peut être simplement des échanges d'étudiants au secondaire même. C'est des choses qui devraient être explorées davantage, selon moi, pour que les gens connaissent la réalité des communautés, mais aussi leur propre territoire. Oui, ben merci. Avez-vous un mot de la fin, peut-être, une conclusion sur ce sujet? Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Ben moi, c'est sûr que j'ai envie là, de prêcher pour ma paroisse, puis de dire, tu sais, les régions, les milieux ruraux ont énormément à offrir, puis
à la fois, tu sais, on peut dire, il nous manque des services. À la fois, c'est une terre de possible, tu sais, parce que justement, tout est à faire, pour des gens qui ont des idées, pour des gens qui ont envie d'avoir une qualité de vie extraordinaire, tu sais, j'en ai pas beaucoup parlé, mais le lien avec le territoire est extraordinaire, là, puis tu sais, tu sors du travail à 4 heures, 10 minutes plus tard, tu peux être en train de pêcher ton souper sur le lac, la proximité avec ce territoire-là, il est extraordinaire, puis c'est vraiment une terre de possible. Fait que je pense que on a tout intérêt encore à se faire connaître, à ce que les gens nous reconnaissent, à ce que les gens nous considèrent aussi. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent, qui nous divisent, à condition d'être à l'écoute, puis d'être ouvert, puis d'avoir envie de cette rencontre-là. Merci. L'économiste en moi va peut-être revenir sur la question d'une politique de développement économique qui vise la qualité de la vie pour l'ensemble des Québécois, pas la croissance pour la croissance, mais une qualité de vie partout sur le territoire. Et pour être capable d'y arriver, il faut pas que cette politique économique, cette politique de développement soit décidée en vase clos à Québec, mais il faut qu'elle prenne en compte la réalité de chacun des territoires. Donc, il faut inverser un peu la manière de faire la politique économique au Québec. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moyens considérables qui doivent venir du centre. C'est pour ça qu'on peut avoir, c'est grâce à ça qu'on a une forme de péréquation, mais il faut que les priorités soient établies là où les gens vivent. Et pour moi, c'est ça qui est le futur en termes de développement économique régional au Québec. Très rafraîchissant comme propos. Alors, merci à tous les deux. Puis de mon côté, j'aimerais inviter les auditeurs à lire les chroniques de Mme Lessard-Terrien et puis à écouter le balado de M. Coiteux, qui est très intéressant. De temps à autre, j'écris aussi sur un site qui s'appelle Vaste Programme. Ah oui, oui, beau magazine. Pas beaucoup encore, là, mais j'ai déjà 3 petites chroniques que j'ai écrites depuis environ quelques mois. Là. On va aller lire ça avec plaisir. Merci encore à tous les deux pour votre temps. C'est très apprécié. Un bel entretien. Merci. Merci. Merci.